Salut à tous, bienvenue sur la chaîne IGBTX dédiée à l'apprentissage et aux expérimentations électroniques. Si la dernière fois je vous ai parlé des sources de tension, aujourd'hui je souhaitais vous parler des sources de courant, et en particulier des sources de courant constant. Ce sera donc l'épisode 8, partie 1. On va reprendre le petit schéma que nous avions pour les sources de tension, que j'ai représenté ici, avec une source de tension de 10 volts, source de tension sans résistance interne. Cette source de tension va être accompagnée de sa résistance source, qu'on appelle aussi résistance interne. Ici, pour exemple, on a 10 mégas, ça correspondrait à une pile très usagée, et une résistance de charge, R-load, RL, de 1 ohm, avec un courant qui traverse la boucle, et qui va s'appeler IL, E-load, c'est-à-dire le courant qui passe par la charge. Donc nous allons appliquer maintenant la loi des mailles. Donc elle dit que la tension, la force électromotrice de source, ici Vs est égale à la chute de tension dans la résistance source, VRS, plus la chute de tension dans la résistance load, VRL. Si on applique la loi d'Ohm, on voit que Vs est égal à loi d'Ohm U égale RI, donc VRS est égal à RI, RS fois IL, et on applique à nouveau la loi d'Ohm pour la résistance load, donc VRL est égal à RL fois IL. Ici, on va pouvoir factoriser, puisqu'on retrouve IL pour ces deux termes. Donc Vs est égal à IL, facteur de RS plus RL, la résistance de source plus la résistance de charge. On passe ce terme de l'autre côté, celui-ci de l'autre côté, on inverse donc les deux. On retrouve IL, facteur de RS plus RL, est égal à Vs. Et le but, c'est d'obtenir le courant en fonction de la résistance de charge, le courant en fonction de la résistance de charge. Donc on obtient IL est égal à Vs sur RS plus RL, sachant que cette partie-là était ici avant et on la passe en croix, comme je l'ai montré sur une précédente vidéo. N'hésitez pas à la regarder, je vais mettre le lien ici. Je vais maintenant faire un exemple numérique lié à ce schéma. Donc on va calculer le courant IL. Donc ce sera égal à 10, c'est-à-dire la tension source, divisé par 10 mégas, 10 millions, plus 1, la résistance load, 1 ohm. Donc évidemment que ce sera environ égal à 10 sur 10 millions, puisque 10 millions 1, c'est environ égal à 10 millions. Ceci veut dire que la résistance load a très peu d'influence sur ce calcul. Donc on retrouve évidemment 10 sur 10 millions, ce qui nous donne un courant de 10 microampères. Autre exemple numérique, on peut monter encore R-load à 10 ohms. Donc on va retrouver de la même façon IL est égal à 10. Alors là, j'ai pas écrit 10 millions, j'ai écrit 10 puissance 7, c'est-à-dire un 1 avec 7 zéros. Plus 10, 10 millions 10, c'est environ égal à 10 sur 10 millions. Et donc on retrouve toujours 10 microampères environ. Comme on peut le voir, quand la résistance load est assez faible, eh bien ça a assez peu d'influence sur le dénominateur, donc le calcul total finalement reste relativement constant. On voit que le courant est à peu près constant si on augmente tout doucement la résistance load. C'est pour ça que on va obtenir un graphique de ce type-là. Alors ici j'ai représenté le courant en microampères. Donc on a un courant à peu près constant et puis qui par contre va chuter après de façon importante au fur et à mesure qu'on augmente la résistance load. En réalité, ce courant diminue très progressivement,
C'est une simplification, hein, cette courbe diminue très progressivement et un peu plus après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette échelle est logarithmique, c'est-à-dire que j'ai montré à la fois des petites valeurs ici et à la fois des très grandes. Une petite précision pour ce graphique, j'ai mis une petite zone hachurée ici, puisque évidemment on ne peut pas avoir une R-load égale à 0 ohm, puisque ne serait-ce que ce fil-là, c'est déjà une résistance de charge. Donc c'est pour ça que par exemple je me suis arrêté ici à 1 ohm et j'ai hachuré cette zone, qui ne sera évidemment a priori pas utilisée. Ici on voit que la courbe commence à fléchir de façon beaucoup plus importante, avec une valeur un petit peu particulière dont on va parler dans la diapo numéro 2. Ici c'était la 1. On se retrouve donc avec un graphique qu'on va appeler graphe semi-log. Pourquoi? Parce que l'échelle des abscisses est logarithmique, alors que l'autre ne l'est pas. Petite précision sur les échelles logarithmiques. Donc voici un papier semi-log. Donc on trouve au niveau de l'abscisse une échelle semi-logarithmique. C'est-à-dire qu'ici on voit les petites valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la première décade. Décade suivante, 10. Alors en réalité, c'est 2 x 10, c'est-à-dire 20, 3 x 10, 30, 40, 50, etc. jusqu'à 100. Ici, 2 x 100, 200, 300, etc. Donc la troisième décade. Et ainsi de suite. D'un autre côté, on voit que l'échelle des ordonnées est en échelle arithmétique, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pour la partie échelle logarithmique, on voit qu'on commence à 1. Alors pour notre résistance de charge, on aurait 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 1 kilo-ohm, 10 kilo-ohm, etc. Donc on voit que les grandes valeurs sont écrasées, un peu moins écrasé, un peu moins écrasé, et plus du tout écrasé pour les petites valeurs. Et on voit aussi que les petites valeurs sont de plus en plus écrasées quand on va vers des valeurs un peu plus grandes comme le 10. Cet écart-là est évidemment beaucoup plus grand que celui-ci. Deuxième volet de l'épisode 8, nous allons parler des sources de courant constants. On estime que la source de courant est une source constante quand RL, la résistance de charge, R-load, est inférieure à 0,01 RS, la résistance source, ou quand, à l'inverse, RS est supérieur à 100 RL. Au point limite, c'est-à-dire ici, RL est égal à 0,01 RS et l'erreur est environ de 1%. C'est-à-dire qu'ici, ça commence un petit peu à baisser et ça se poursuit après. Et on a environ 1% d'erreur. C'est-à-dire qu'en réalité, le courant chute extrêmement doucement et un peu plus. Alors n'oublions pas que l'échelle est ratatinée sur cette partie-là, car on a un axe en mode logarithmique. Donc en réalité, ici on voit que ça diminue beaucoup, mais si on voulait représenter ça sur une échelle arithmétique, ce trait-là diminuerait tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et évidemment on ne pourrait pas le représenter sur la feuille pour les grandes valeurs. Alors au niveau du symbole d'une source de courant, un simple cercle avec une petite flèche qui montre le sens du courant. Quand la source de courant n'est pas parfaite et qu'elle possède une résistance interne, on va la mettre en parallèle avec la résistance load qui se trouve ici. Contrairement aux sources de tension, on va avoir la source de tension et la résistance interne, RS, qui va être mise ici en série, cette fois-ci avec la résistance load. Donc je vous invite à vraiment regarder l'épisode précédent sur les sources de tension. Il me semble aussi utile de préciser que la source n'est pas nécessairement une alimentation, ça peut être n'importe quel dispositif qui fournit par exemple un courant constant avec une résistance de source.
Et puis ici, on voit évidemment la partie charge sur le côté qui est totalement séparée de la partie source. Comme ceci reste quand même assez théorique, je vais expérimenter une source de courant et une source de tension avec une alimentation stabilisée pour vous faire voir avec des vrais points de fonctionnement, de vraies valeurs, et de façon à bien comprendre ce qui se passe dans une alimentation stabilisée au prochain épisode, l'épisode 9. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et salut à tous!